Bonjour. Dans la vidéo précédente, j'ai montré comment on peut presque synchroniser les deux signaux, celui du slave et du master, et puis ensuite les déphaser, mais ça ne marchait pas totalement parce qu'on avait un léger déphasage qui se faisait avec le temps. Ici, c'est une autre tentative qui a échoué, on va dire, mais elle va avoir deux intérêts, c'est pour ça que je la présente quand même. Pas vraiment un intérêt du point de vue logiciel. Là, je vais refaire un reset, comme ça on voit le problème. Le problème, c'est que le code dans la routine d'assembleur est un petit peu trop long, prend trop de temps, et on voit donc que le signal du master, il n'est pas stable. De temps en temps, il prend trop de temps, le code. Mais quel est l'intérêt quand même de ce programme? Alors, je vais vous le présenter ici. Voilà, donc il s'appelle X, etc. Donc, d'abord, l'idée, c'est de se dire, OK, je vais quand même continuer, même quand je suis hors de la phase d'initialisation, de mesurer la différence du nombre de transitions du slave par rapport au master, et puis essayer d'utiliser ceci dans la phase normale, c'est ce que je fais ici, pour essayer de corriger un tout petit peu mon paramètre delta que j'ai présenté dans la vidéo précédente, pour que en temps réel, l'un s'adapte par rapport à l'autre. Et l'idée, a priori, elle est bonne. Le problème, c'est que il y a trop de code et ceci ne fonctionne pas. Alors, que faire? Une possibilité, on peut utiliser ceci en ayant une fréquence plus faible. Mais bon, moi, j'aimerais une fréquence à 40 kHz, mais on peut le tester en ayant une fréquence qui soit 8 fois plus faible, et ça marche bien. Mais sinon, on se dit, voilà, il faudrait écrire tout ce code en assembleur. Et c'est ça l'intérêt ici, c'est de dire, voilà, j'aimerais avoir tout ça en assembleur, c'est ce que j'ai fait, là où il y aura la petite lettre ici qui sera un F, ben ça sera la version assembleur de ceci. Et comment faire pour l'écrire en assembleur? Eh bien, c'est ce que je vais montrer ici. Alors, d'abord, ce qu'il faut faire, c'est compiler le programme. Pas besoin de le télécharger dans l'Arduino, je fais que de le compiler. Voilà. Ici, il est compilé. Ensuite, je vais sur Sketch et Export Compiled Binary. Si on fait ça, il met le code dans un sous-dossier. Bon, c'est un peu long ici, ça c'est jusqu'ici. Et il crée un sous-dossier build, et dans ce sous-dossier, il crée un autre sous-dossier. Et là, si je montre ce qu'il y a dedans, voilà, il crée ces différents fichiers, en particulier ce fichier-là, qui contient en fait l'essentiel du code généré par l'IDE d'Arduino. Et ensuite, en tapant l'instruction qui est ici, avr-objdump--h-s, et ensuite le nom qui est là, c'est exactement ce nom-là, et ensuite je dis flèche, et que le résultat, tu le mets dans un nom de fichier que moi j'ai décidé d'appeler, comme il est écrit ici, mais on peut mettre ce qu'on veut, et dans ce cas-là, on peut récupérer le code assembleur généré, que voici. Il génère le code qui est ici. Ici, bon, il donne le nom ici. D'ailleurs, ouais, c'est bien ça. Ce qui est intéressant, déjà, c'est le début ici. Hein, c'est la première ligne du programme, 0. Et la première ligne du programme commence par un jump au début du programme, B8. Et puis après, ici, c'est toutes les tables d'interruption. Et là, on génère l'interruption du timer 2. Et quand il y a une interruption du timer 2, il saute à la ligne du programme 1C. Et à cette ligne de programme, il y a un jump à une certaine adresse qui sera la gestion de l'interrupt. Alors, on regarde un tout petit peu le code qui est ici. Bon, j'ai de loin pas tout regardé parce que c'est vraiment complexe, il y a beaucoup de choses. Mais grâce à ça,
on peut apprendre beaucoup de choses. Déjà ici, on a quelque chose qui est, j'ai un tableau et ceci copie le tableau qui est stocké dans la mémoire du programme, le copie dans la mémoire volatile des données. Alors on a en fait ici une boucle, ici on a la boucle, on fait une certaine comparaison, et puis si la comparaison elle n'est pas égale, alors on ressaute 10 octets en arrière, donc à l'adresse 0 xd0 ici, et ici load from program memory dans la variable R0, il load ce qui se trouve de façon indirecte dans Z. En fait, Z correspond aux deux variables R30 et R31 qui stockent sur une adresse de la mémoire du programme. Il charge ça dans la variable R0 et ensuite il stocke le contenu de R0 dans X, et X qui est défini par les deux registres alors c'est quoi, c'est R26 et R27, c'est la mémoire des données. Et on peut même voir ici, R26, R27, la mémoire des données, on met 0 et on met 100. Le début des données, c'est en 0x0100, donc 100 en hexadécimal. Avant, c'est des registres particuliers, c'est des mémoires particulières de l'Arduino. À partir de 100 en hexadécimal, c'est vraiment la mémoire des données. Voilà, on a ça. Ça, c'est généré automatiquement, on ne s'en préoccupe pas trop. Bien, je ne vais pas montrer le reste. On voit B8, d'ailleurs, on sautait à B8 et B8, ben voilà, on est ici et assez rapidement, on est dans ce copy data. L'autre chose intéressante, c'est ici, on saute donc en 1FC. Alors, il faut chercher 1FC. On cherche par ici, hein, le 1FC. Et on se rapproche. 1FC. 1FA, 1FC. Voilà. Et ici, en fait, bon, là, il dit int min. Ça, c'est la routine d'interruption. Voilà, d'ailleurs, il dit ici ISR. On est dans la routine d'interruption. Il met des commentaires. Bon, les commentaires ne sont pas tout à fait au bon endroit parce que... Voilà. Mais ça, c'est le début de la routine d'interruption. Et qu'est-ce qu'elle fait? Elle sauvegarde des tas de données sur la pile. En fait, ce n'est pas nécessaire de sauver tout ça. Justement, on peut améliorer grandement le programme assembleur en optimisant des parties qui ne sont pas vraiment nécessaires. Celle-là, c'est vraiment indispensable. Qu'est-ce qu'elle fait? Elle charge le registre des flags et puis elle le stocke dans une variable et puis après elle met cette variable sur la pile. Elle met plein d'informations sur la pile et puis quand elle sortira de la routine d'interruption, elle fera des pops pour récupérer toutes les variables qui sont ici. Et puis ici, on peut voir, voilà, elle charge ce qu'il y a à l'adresse mémoire 0x0121, elle le charge dans le registre 25. Dans le registre 24, elle charge en immédiat la valeur 1. Elle fait une soustraction entre ce qui est dans le registre 25 et le registre 1. Et puis ici, elle charge... non, d'abord ici, pardon, il faut encore voir ici. Ce qu'elle fait, elle sauve dans la mémoire le contenu de R24 ici dedans, etc. Je ne vais pas continuer. Je vais pas continuer ici. C'est un peu compliqué, mais ça donne vraiment beaucoup d'informations. Si on suit tout ça, eh bien, ça permet, là on voit, on a la fin, ça permet de s'inspirer pour écrire ce que j'ai. Alors, je dois vérifier ce que j'ai ici. Alors, c'est le programme F. De nouveau, je ne vais pas du tout détailler, mais ça, c'est le programme F. J'ai de nouveau le tableau que j'ai utilisé. Je vais un peu plus loin et on va voir qu'il y a quelque chose d'intéressant. J'ai le setup, mais ici, voilà, j'ai une petite partie en assembleur d'initialisation. J'ai un main, je n'ai pas de routine d'interruption. Alors, pourquoi je n'ai pas de routine d'interruption? Parce que j'ai un deuxième fichier qui est ici. Il a le même nom, mais il termine à .s majuscule. Et ici, on a toute la partie
assembleur. Alors, on définit certaines choses. Ça, c'est nécessaire pour ne pas devoir écrire 0x03. On peut écrire pin B ou bien porte D. C'est quand même plus lisible que ceci, même si la lisibilité est limitée. Ensuite, voilà, moi j'ai défini plusieurs variables. J'ai accès au registre de R0 à R31. Il faut savoir que R0 et R1 sont utilisés parfois dans certaines opérations, donc je préfère ne pas les utiliser. Ensuite, les registres de 2 à 15 sont limités dans leur utilisation. Et ensuite, de 16 et plus loin, c'est ceux qu'on peut le mieux utiliser, disons. Puis voilà, j'ai défini des registres temporaires. Et on voit qu'ici, j'ai ma routine de gestion d'interruption. Elle est ici. On doit écrire ce qui est ici. Et on a la routine de gestion d'interruption. On voit que je commence par mémoriser dans une variable temporaire. Ça, c'est un registre. Je l'ai défini ici. Que BTMP-A0, ça correspond au registre 16. Et bien là-dedans, je mémorise le registre des flags. Et puis, je le mets sur la pile. Et tout à la fin, je vais faire, je vous montre, il faut aller tout à la fin, c'est long, long, long. Donc, voilà. Ici, pop, dans le registre temporaire, je récupère de la pile ce que j'avais sauvegardé et je sauve dans le registre des flags ce que j'ai récupéré. Et puis après, c'est un retour d'interruption. Et puis, entre deux, j'ai toutes les instructions qui sont ici. Donc, j'ai écrit en assembleur tout le code ici, mais on peut vraiment s'aider énormément du code qui a été généré, qu'on a vu tout à l'heure ici. On peut lire, dire ok, qu'est-ce qu'il fait, voilà, il charge ici des données, il fait des comparaisons, il fait des soustractions, il fait des branchements si le flag carry est 7, est mis à l'état 1. Et puis, donc il sauterait à l'adresse 2FC, sinon il charge en immédiat quelque chose, etc. Ce n'est pas quelque chose qu'on peut lire facilement et rapidement, mais petit à petit, on y arrive. En faisant ça, j'ai appris beaucoup de choses et j'ai mis beaucoup aussi d'informations. Typiquement, ce n'est pas ici, c'est ici que j'ai mis ces informations. Voilà. Typiquement, le fait que les registres de 0 à 15, j'ai dû l'écrire quelque part par ici, je ne sais plus où, voilà, ici, les registres R0 à R15 n'acceptent pas des instructions immédiates. Donc si on essaie de faire une instruction immédiate, telle que LDI avec un tel registre, voilà, là je donne un exemple, ça, non, ici, si je mettais un I, par exemple, ça ne marcherait pas, quoi. Non, alors ici, je me suis trompé, j'aurais dû mettre LDI par LDS. Je vois ça. C'est un LDI qu'il faut mettre ici. Ou CPI, etc. Voilà, donc il y a des informations, c'est des essais. Dans cette vidéo, vous voyez comment je peux générer le code qu'on a ici. Vous avez du code et je montre encore une dernière information qui m'est très utile. C'est celle de ma page web. Donc de nouveau, on a ma page web. Si on clique ici, on arrive ici. Les programmes sont disponibles. Ici, j'explique sous forme texte comment avoir le code assembleur d'un code généré par Arduino. Si vous n'avez pas le programme AVR-objdump, eh bien, on peut l'installer grâce à l'instruction qui est marquée ici. Et si vous êtes, voilà, si vous êtes sous Windows, normalement, le programme AVR-objdump se trouve à cet endroit-là. Moi, je suis sous Linux. Et il y a une autre chose intéressante, c'est ici, voilà, c'est ça, Atmel AVR 8-bit Instruction Set. Si vous cliquez sur le lien, eh bien, vous arrivez ici, sur ce manuel, vous avez beaucoup d'informations, et moi, j'ai énormément utilisé les pages, alors je ne sais plus si ça commence à 10 ou à, voilà, à partir, non, c'est plutôt la page suivante, voilà, Complete Instruction Set Summary. Il y a 4 pages,
et en 4 pages, on a toutes les instructions. Ça, c'est l'avantage de l'assembleur, quelque part. On a relativement peu d'instructions et on a peu de messages d'erreur. Ce qui est en fait un défaut, parce que le programme, il tournera très rapidement, mais il ne tournera pas comme on veut, et c'est difficile après de débugger. Mais voilà, on a ici toutes les informations. Add, c'est add without carry, donc on additionne les deux registres qui sont là et on met le résultat dans celui de gauche. C'est toujours le résultat qui est mis dans celui de gauche. Voilà, ici on a add avec un carry. Donc l'addition ici, si on a un overflow, on a dépassement de capacité, elle met dans le flag C le dépassement de capacité qui peut être réutilisé ici. Là, on peut additionner des words, mais là, c'est assez limité. On peut le faire seulement sur certains registres. Et voilà, on a donc la liste ici de toutes ces instructions. 3e page. Et puis, donc ici, on a des loads de programmes dans la mémoire programme. Et puis ici, voilà. Et là, c'est la fin. Et ensuite, parce que là, on est à la page 14 sur 152, si on fait une recherche, on aimerait savoir un tout petit peu mieux ce que fait, je reviens ici, par exemple, le add, ce add C. Alors, on peut faire un CTRL F, je mets ADC, add with carry, et je fais suivant. Et voilà, ici, on a, des fois, il faut faire plusieurs suivants, mais ici, on a plus d'informations. Comment fonctionne ce add with carry, et on voit ici que presque comme toutes les instructions sont sur 2 octets, donc 16 bits, et on voit ce que c'est, on voit sur quoi on peut utiliser, on peut utiliser sur tous les registres, de 0 à 31, et puis on voit quels sont les flags qui sont affectés par cette addition. Si je cherche LDI, alors ça, je pense que je dois sauter plusieurs fois. Alors, où est-ce qu'il est? Ah, voilà, ici, pourquoi est-ce que je vais là-dessus? Parce que là, il nous dit, le RD qui est là, ben, il est limité au registre de 16 à 31. Donc, les 16 premiers registres, de 0 à 15, ne peuvent pas s'utiliser avec cette instruction. Donc voilà, ça c'est une autre information intéressante si on veut se mettre à l'assembleur. Je présenterai plus tard un autre programme d'assembleur qui est beaucoup plus simple, mais qui est indispensable pour faire ce que je veux, de générer un signal à 40 kHz et pouvoir déphaser une phase par rapport à une autre. Pour ici, voilà, c'était une curiosité. C'est intéressant si on s'intéresse à l'assembleur ou comme ça, mais sans plus. Je m'arrête ici. Merci, au revoir.